C'était un jour ordinaire à Matchoville pour eux. Agarty se mit à pleurer. Encore une fois, reprit Reeves patiemment, vous êtes sorti du Valgan, et après 2. Dans une autre salle, juste au bout du hall, 2 flics de Derry interrogeaient Steve Dubay, 17 ans, dans un bureau du premier étage. 2 autres cuisinaient John Webby Garton, 18 ans, et dans le bureau du chef de la police du 5e, le chef Andrew Redmatcher, et le juge d'instruction Tom Boutillier tentait de tirer les verres du nez à Christopher Unwin, 15 ans. Unwin, habillé d'un jean délavé, d'un t-shirt taché de graisse et de bottes de mécanicien, était en larmes. Rainmaker et Boutillier s'occupaient personnellement de lui parce qu'ils avaient supposé, à juste titre, qu'il constituait le point faible du groupe. Allez, on recommence, dit Boutillier. Exactement comme Reeve, quelques étages en dessous. On ne voulait pas le tuer, balbutia Unwin. C'était le chapeau. On n'arrivait pas à croire qu'il oserait encore le porter après ce que Webby avait dit la première fois. On juste lui faire peur, quoi. À cause de ce qui vous avait sorti, intervient Redmatcher. Oui, de ce qu'il avait sorti à John Garton, plus précisément, l'après-midi 17. Oui, à Webby, ou Webby, je sais pas. Unwin éclata de nouveaux sanglots. Mais nous avons essayé de le sauver quand nous avons vu que ça se passait mal. Au moins, moi et Stevie Dubé. On n'a jamais voulu le tuer. Arrête ces salades, Christopher, fit Boutillier. Vous l'avez bien balancé dans le canal, non? Oui, mais... Et vous êtes venus tous les trois à mettre les choses au point. Le chef Raidmatcher et moi, nous apprécions le geste, n'est-ce pas, Andy? Et comment? Il faut du courage pour ne pas renier ce qu'on a fait, Chris. Alors, ne fais pas le con en te mettant à mentir maintenant. Vous avez bien intention de le balancer par-dessus bord dès l'instant que vous l'avez vu sortir de Valcon avec son petit copain, n'est-ce pas? Non, protesta Unwin avec véhémence. Boutillier sortit un paquet de Marlboro de sa poche de chemise. Il mit une cigarette à la bouche et tendit le paquet à Unwin. L'adolescent en prit une. Sa bouche tremblait tellement que le juge avait du mal à suivre la cigarette avec les lunettes. Mais quand avez-vous vu qu'il portait le chapeau? Reprit Redmatcher. Unwin tira une grosse bouffée, pencha la tête. Ses cheveux graisseux lui tombèrent dans les yeux et rejeta la fumée par le nez qu'il avait piqueté de comédon. Ouais, dit-il dans un souffle, si bas qu'il était presque inaudible. Boutillier s'inclina vers lui, un reflet brillant dans son œil brun. Il avait l'expression d'un prédateur, mais la voix restait douce. Tu disais, Chris? Je disais oui, je crois. Je crois qu'on voulait le balancer, mais pas le tuer. Sur ces mots, il releva les yeux, l'air malheureux, aux abois, de quelqu'un d'incapable de comprendre les stupéfiants changements qui venaient d'avoir lieu dans sa vie depuis qu'il avait quitté la maison la veille à 7h30, pour la dernière nuit de la fête du canal de Derry avec ses copains. Mais pas le tuer, répéta-t-il. Et ce type sous le pont, je sais toujours pas qui c'est. Quel genre de type, demanda Rainmatcher, sans trop de conviction. Ils avaient déjà eu droit à ce couplet, et aucun des deux n'y croyait. Tôt ou tard, un homme accusé de meurtre finit par sortir le mystérieux inconnu. Boutillier lui avait même donné un nom, le syndrome du manchot, d'après une vieille série télévisée. Le type en tenue de clown vit Unwin avec un frisson, celui avec les ballons. 3. Les fêtes du canal qui s'étaient déroulées du 15 au 21 juillet avaient été un succès éclatant de la vie de tous, ou presque, à Derry. Un grand événement autant pour le moral et le prestige de la ville que pour son portefeuille. La raison d'être de cette semaine de festivité était le centenaire de l'ouverture du canal qui traversait le centre-ville. C'était grâce à ce canal que la ville avait pu se livrer complètement au commerce du bois entre 1884 et 1910. De sa mise en service dataient des années de prospérité de Derry. On avait retapé la ville d'est en ouest et du nord au sud. On avait comblé et nivelé des nids de poules que certains citoyens prétendaient connaître depuis 10 ans. On avait renouvelé le mobilier des immeubles municipaux, dont on avait aussi
historiens amateurs. Les plus vieilles familles de la région avaient prêté leurs pièces les plus précieuses, et pendant toute la semaine, près de 4000 personnes payèrent 25 cents chacune pour contempler des menus des années 1890, des outils de bûcheron des années 1880, des jouets d'enfants des années 20, et plus de 2000 photos et 9 courts-métrages sur la vie quotidienne à Derry au cours des 100 dernières années. La Société des Dames de Derry avait financé cette exposition, non sans refuser d'admettre certaines des pièces proposées par un Lund, comme la célèbre chaise à clochard des années 30 et des photos du massacre de la bande à Bradley. Néanmoins, ce fut aussi un grand succès, et personne ne tenait tellement à voir ces témoignages sanglants. Il fallait beaucoup mieux mettre l'accent sur les choses positives. On avait dressé une énorme tente en toile rayée pour les rafraîchissements dans le parc de Derry. Des orchestres jouaient tous les soirs. Bailey Park accueillit pour sa part une foire d'attractions avec des manèges et des stands tenus par les gens du cru. Un tramway spécial parcourait les secteurs historiques à toutes les heures, avec pour terminus cette machine à sous criarde et avenante. C'est là qu'Adrian Mullen avait gagné le chapeau qu'il allait signer son arrêt de mort, en haute forme avec une fleur et un bandeau sur lequel on lisait J'aime Derry, écrit de cette manière. 4. Je suis crevé, dit John Wyby Garton. Comme ses deux amis étaient inconsciemment habillés à la Bruce Springsteen, alors que si on avait demandé son avis sur le chanteur, il aurait sans doute traité de pédé ou de nouille, et aurait professé son admiration pour des groupes hard comme Def Leppard, Twist Sister et Judas Priest. Déchiré, les manches de son t-shirt exhibaient des bras lourdement musclés. Son épaisse tignasse châtaine lui retombait sur un œil, plus John Cougar Mellencamp que Springsteen. Des tatouages bleus ornaient ses biceps, des symboles ésotériques que l'on aurait dit tracés par une main d'enfant. Je veux plus parler. Dis-nous simplement ce qui s'est passé à la foire mardi après-midi, fit Paul Hughes. Ce dernier était choqué et écœuré par toute cette sordide affaire, comme si la fête du canal ne cessait-il de se répéter. C'était achevé sur un événement prévu par tous, mais que personne n'avait osé inscrire au programme des réjouissances, sans quoi il se serait présenté ainsi. Samedi, 21h, grand concert de clôture avec l'orchestre du collège de Derry et les barbershop Mellomen. Samedi, 22h. Feu d'artifice géant. Samedi, 22h35, le sacrifice rituel d'Adrian Mullen met officiellement fin aux festivités. J'emmerde la foire, répliqua Webby. Simplement ce que tu as dit à Mullen est ce qu'il t'a dit. Oh bordel, fit Webby en roulant des yeux. Allez, Webby. Intervint le partenaire de Hughes. Webby roula de nouveau des yeux et recommença. 5. Garton avait vu les deux types, Mullen et Haggerty, partir en se tenant par la taille en bouffant comme des filles. Il avait d'ailleurs tout d'abord cru qu'il s'agissait chez ces deux filles, puis il avait reconnu Mullen, qu'on lui avait déjà montré. À ce moment-là, Mullen se tourna avec Haggerty et l'embrassa brièvement sur la bouche. Oh les mecs, je vais gerber, s'était écrié Webby dégoûté. Chris Wayne et Steve Dubay l'accompagnaient. Quand Webby leur indiqua le couple, Steve lui dit que l'autre PD s'appelait Don quelque chose, qu'il avait pris un gamin de Derry en stop et commençait à le peloter. Mullen et Haggerty avaient repris leur marche en direction des trois garçons s'éloignant de Pitchdale Wynn pour gagner la sortie de la foire. Webby déclara plus tard aux policiers Hughes et Conley qu'il avait été blessé dans son orgueil du citoyen. De voir un enfant
mais celui-ci ne bougea pas, toujours souriant. Carton déclara plus tard au policier que Mellon devait être certainement pété à quelque chose. C'est vrai, admit Haggerty, quand la question lui parvint par l'intermédiaire des policiers Gardner et Reeves. Il s'était pété avec 2 beignets aux pommes et au miel, son seul repas de toute la journée. Il avait par conséquent été incapable de se rendre compte de la menace très réelle que représentait Carton. Mais c'était tout, Adrian, ça, fit Dunn qui, en s'essuyant les yeux avec un mouchoir de papier, se barbouilla de maquillage scintillant. Il n'avait aucun sens du danger. Il faisait partie de ces tout dingues qui croient toujours que les choses vont s'arranger toutes seules. Il aurait pu prendre une sérieuse raclée déjà à ce moment-là, si Carton n'avait pas senti quelque chose tapoter son coude. Un bâton blanc. Il se retourna à Heavy Frank Machen, un autre membre de la police de Derry. Laisse tomber, mon bonhomme, dit-il à Webber. Occupe-toi de tes affaires et fiche la paix à ces 2 mignonnes. Va t'amuser plus loin. Vous n'avez pas entendu de quoi il m'a traité, protesta Carton avec véhémence. Unwin et Dubé l'avaient rejoint, et sentant venir les ennuis, tentèrent de l'entraîner, mais il se débarrassa d'eux, et ils auraient frappé s'ils avaient insisté. Ça veut dire qu'il venait de subir un affront qu'il fallait venger. Personne n'irait raconter qu'il suçait des pines. Personne. Il ne me semble pas qu'il t'ait traité de quoi que ce soit, répliqua Machen. Il me semble par contre que c'est toi qui lui as parlé en premier. Et maintenant dégage, fiston, je n'ai pas envie de me répéter. Il m'a traité de pédé. Aurais-tu peur qu'il ait raison demanda Machen, l'air sincèrement intéressé, ce qui eut le ton de faire violemment rougir Carton. Pendant tout cet échange, Haggerty s'était efforcé, de plus en plus angoissé, d'entraîner Mellon avec lui. Il commençait enfin à réussir quand Adrian, par-dessus son épaule, lança un ton effronté. Au revoir, mon amour. La ferme, dit con, dit sèchement Machen. Pars-toi d'ici. Carton voulut bousculer Mellon, mais Machen le retint. Je pourrais bien te foutre au trou à devoir faire. Je me dis même que l'idée n'est pas si mauvaise. La prochaine fois, ça va faire vraiment mal. Boucla Carton en direction du couple qui s'éloignait. Des têtes se tournèrent pour le regarder. Et si tu portes encore ce chapeau, je te tuerai. On n'a pas besoin de tentes dans ton genre dans cette ville. Sans se retourner, Mellon agita les doigts de sa main gauche. Ses ongles étaient rouges cerises et se déhancha exagérément. Carton voulut se dégager. Un mot de plus, un pas de trop, et tu es au trou, fit Machen d'une voix douce. Fais-moi confiance, mon garçon, je ne plaisante pas. Allons, ouais, bye, intervint Christian Wayne. Mal à l'aise, laisse tomber. Vous aimez les mecs comme ça, vous, lança Wayby à Machen, hein? En ce qui concerne les tapettes, je reste neutre, répondit le flic. Ce qui me botte, moi, c'est la paix et la tranquillité. Et tu chahutes un peu trop ce que j'aime, tête de macaroni. Maintenant, si t'as envie que je m'occupe de toi, allez, viens, Wayby, Steve Dubay. Dans ton conciliant, on veut se payer des hot dogs. Carton s'éloigna, réajusta sa chemise avec des mouvements exagérés et remit sa mèche en place. Dans sa déposition le lendemain de la mort d'Adrian Mellon, Machen déclara: La dernière chose que je l'ai entendu dire pendant qu'il partait avec ses copains, c'est il va morfler la prochaine fois. 6. S'il vous plaît, il faut que je parle à ma mère, dit Steve Dubé pour la 3e fois. Faut absolument qu'elle calme mon beau-père, sans quoi ça va barder quand je rentre à la maison. Dans un petit moment, lui répondit l'officier de police Charles Avarino. Tout comme son coéquipier Barnes et Morrison, il savait bien que Dubé ne rentrera pas ce soir chez lui, ni même, fort probablement, les soirs suivants pendant longtemps. Le garçon n'avait pas l'air de se rendre compte de la gravité de son affaire, et Avarino ne trouva pas surprenant d'apprendre un peu plus tard que Dubé avait quitté l'école à 16 ans, et pas qu'à laquelle son QI était de 68 points sur l'échelle de Wechsler. Il venait d'être triplé sa 5e. Dis-nous ce qui s'est passé lorsque tu as vu Mellon sortir du Falcon, l'encouragea Morrison. Non, vieux, vaut mieux pas. Et pourquoi donc demanda Avarino. J'ai peut-être déjà trop parlé. Mais tu es venu pour parler, non? Eh bien, ouais, mais écoute un peu, fit Morrison d'un ton amical, s'asseyant à côté de lui et lui tentant une cigarette. Tu nous prends pour des pédés, Chick et moi. Je sais pas. Est-ce qu'on a l'air de pédales? Non, mais nous sommes des amis, Stevie, reprit Morrison d'un ton solennel. Et crois-moi, Chris, Weba et toi,
vos amis en ce moment, car demain toutes les personnes sensibles dans cette ville vont hurler pour demander votre peau. Steve Dubé parut vaguement inquiet. Avarino, qui lisait à lire ouvert à travers ce crâne épais, le soupçonna de penser encore à son beau-père. Et bien qu'il n'eût aucune tendresse particulière pour la petite communauté homo-Daily, comme les autres flics de la brigade, il aurait été ravi de voir fermer pour toujours le Falcon. Ramener Dubé chez lui ne lui aurait pas déplu. Il aurait même pris plaisir à tenir les bras de ce morveux pendant que le beau-père lui aurait flanqué une bonne correction. Avarino n'aimait pas les homosexuels, mais ça ne signifiait pas pour lui qu'il fallait les torturer et les assassiner. Melon avait été martyrisé. Lorsqu'on l'avait remonté de dessous le pont, le cadavre avait les yeux ouverts, exorbités de terreur. Et voilà que ce type-là n'avait pas la moindre idée de ce à quoi il avait participé. On voulait pas lui faire de mal, répéta Steve. C'était sa position de repli dès qu'il commençait à s'embrouiller. C'est justement pour ça que tu peux jouer franc jeu avec nous. Puis plus sérieusement du monde à Varino. Tu dis la vérité, et si ça se trouve, il n'y aura pas de quoi fouetter un chat, n'est-ce pas, Barney? Pas un chaton, admis Morrison. Allez, encore un coup, dit Avarino en enjôleur. Eh bien... Et lentement, Steve commença à parler. 7. Lorsque le Falcon ouvrit en 1973, Elmer Curti avait pensé que sa clientèle se recruterait avant tout parmi les voyageurs. 3 compagnies d'autocars se partageaient en effet le terminus voisin, Trailways Greyhound et Aroostook County. Il avait oublié de tenir compte d'un fait. Nombre de passagers des cars sont des femmes ou des familles avec des ribambelles d'enfants. Quant aux autres, ils ont leurs bouteilles au fond d'un sac en floppy craft et ne quittent jamais leur véhicule. Ne descendaient donc en général que des marins ou des soldats qui ne consommaient qu'une bière ou deux, difficile de se quitter en 10 minutes d'arrêt. Quand en 1977, Curti avait commencé à prendre conscience de la dure réalité, il était dans les têtes jusqu'au cou et ne voyait pas comment s'en sortir. L'idée de mettre le feu au Falcon pour toucher l'assurance lui vint bien l'esprit, mais à moins de prendre les services d'un professionnel pour l'allumer, comment ne pas se faire prendre? Et où trouvait-on les incendiaires professionnels de toute façon? En février 1977, il se donna jusqu'au 4 juillet. Si à cette date les choses ne s'étaient pas améliorées, il mettrait la clé sous la porte et prendrait un Greyhound pour aller voir en Floride comment les choses se passaient. Mais au cours des 5 mois suivants, le bar connut une stupéfiante et paisible prospérité. Dans son décor noir et or ponctué d'oiseaux empaillés, taxidermiste amateur spécialisé dans les oiseaux, le frère d'Elmer était mort en lui laissant sa collection. Soudain, au lieu de tirer 60 demi et de servir une vingtaine de cocktails par soirée, il se mit à tirer 100 bières et à servir autant d'apéritifs, certains soirs presque 2 fois plus. La clientèle était jeune, courtoise et presque exclusivement masculine. Elle s'habillait souvent de manière extravagante, mais les tenues extravagantes, en ces années-là, étaient quasiment la norme, et ce n'est qu'en 1981 que Curti se rendit compte que ses habitants étaient presque tous homosexuels. Les habitants de Derry auraient ri de lui s'il leur avait fait cet aveu, et lui auraient demandé s'il les croyait nés de la dernière pluie, mais c'était pourtant la pure vérité. Comme le coquet de l'histoire, il fut le dernier au courant, mais quand il le fut, il s'en contreficha. Il gagnait de l'argent, et si 4 autres établissements de Derry en faisaient autant, le sien était le seul que des clients mal embouchés ne démolissaient pas régulièrement. Il n'y avait pas de femmes, source de bagarres, et pédés ou non. Ces types paraissaient connaître le secret pour se coudoyer sans s'affronter, contrairement aux hétérosexuels. Une fois au courant des préférences sexuelles de ses habitués, il eut l'impression d'entendre partout des histoires grivoises sur le Falcon. En fait, elles circulaient depuis des années. Ceux qui les propageaient avec le plus d'enthousiasme, s'aperçut-il, étaient des individus qui n'auraient pas mis les pieds au Falcon pour tout l'or du monde, et ce qui ne les empêchait pas d'avoir l'air au courant de tout ce qui s'y passait. D'après eux, on pouvait y voir des hommes danser joue contre joue en se frottant la queue en pleine piste de danse, des hommes s'embrasser à pleine bouche au bar, des hommes se faire tailler une pipe dans les toilettes. Il y aurait eu, paraît-il, une pièce un peu spéciale à l'arrière où un
de suite avec la même personne, mais il était devenu évident, vers la fin avril, même aux yeux de Curtis qui ne s'en souciait guère, que la liaison de Mullen et Haggerty serait plus durable. Haggerty était rédacteur dans une entreprise d'ingénierie de Bangor. Adrian Mullen, un écrivain indépendant qui publiait n'importe où, magazines de compagnies aériennes et régionaux, suppléments du dimanche, journaux de courrier érotique. Il avait un roman en cours, mais peut-être n'était-ce pas sérieux, il l'avait commencé au collège, et cela faisait 12 ans qu'il y travaillait. Il était venu à Derry pour écrire un article sur le canal, pour le compte d'un bison mensuel chic, le New England Byways, publié à Concorde. Adrian Mullen avait accepté cette requête parce qu'il avait pu obtenir de la revue 3 semaines de dépenses défrayées, avec notamment une agréable chambre au Derry Townhouse, et qu'il lui suffirait de 5 jours pour rassembler ses informations. Il comptait sur les 2 autres semaines pour en recueillir sur d'autres sujets, thèmes d'éventuels articles à venir. Mais au cours de ces 3 semaines, il rencontra Don Haggerty et au lieu de retourner à Portland une fois écoulé ce délai, il se trouva un petit appartement sur Gossett Lane et il n'y habita qu'un mois et demi, après quoi il alla vivre chez Don. 8. Cet été-là confia Haggerty à Harold Gardner et à Jeffrey Reeves. Il avait été le plus heureux de sa vie. Il aurait dû se méfier, ajouta-t-il. Il aurait dû savoir que quand Dieu mettait un tapis aussi moelleux sous les pieds d'un gars comme lui, c'était pour mieux le faire tomber en tirant dessus. La seule ombre au tableau était la passion extravagante qu'Adrian manifestait pour Derry. Il avait un t-shirt sur lequel on lisait « Le Maine c'est bien, Derry c'est mieux ». Portait une veste à la gloire des Derry Tigers du collège de la ville et, bien sûr, il y avait le chapeau. Il promettait de trouver l'atmosphère ambiante, roborative et stimulante pour la création. Peut-être était-ce vrai. Pour la première fois depuis un an, il avait sorti le manuscrit de sa valise. Y travaillait-il vraiment demanda Gardner, qui ne s'en souciait guère mais tenait à ce qu'Haggerty reste motivé. Oui, les pages défilaient. Il disait que ce serait peut-être un roman nul, mais pas un roman inachevé. Il pensait finir en octobre pour son anniversaire. Bien sûr, il ignorait ce qu'était vraiment Derry. Il croyait le savoir, mais il n'y était pas resté assez longtemps. Il ne m'écoutait pas quand j'essayais de le lui expliquer. Et c'est quoi Derry d'après toi, Don demanda Reeves. Ça ressemble beaucoup à une vieille putain de crevée avec des asticots qui lui grouillent sur le cou, répondit Don. Les 2 flics le regardèrent, muets de stupéfaction. C'est un sale trou, reprit Haggerty. Un véritable égout. Vous n'allez pas me raconter que vous l'ignorerez, non. Vous avez passé toute votre vie ici et vous ne le savez pas. Aucun des deux ne répondit. Au bout d'un moment, Haggerty continua son récit. 9. Jusqu'au moment où Adrian Mullen était entré dans sa vie, Dan Haggerty avait projeté de quitter Derry. Cela faisait 3 ans qu'il y habitait, avant tout parce qu'il avait signé un bail à long terme pour un appartement avec une vue fabuleuse sur la rivière. Mais le bail arrivait à échéance et il s'en réjouissait. Fini les interminables trajets Derry-Bangor et retour. Fini les mauvaises vibrations à Derry, avait-il dit un jour à Adrian. Il avait l'impression qu'à midi les horloges sonnaient 13 coups. Si Adrian aimait Derry, Don en avait peur. Ça se tenait surtout à l'attitude rigoureusement anti-homo de la ville, attitude clairement exprimée aussi bien dans les prédicateurs que par les graffitis de Basie Park, et contre laquelle il s'était un jour insurgé, ce qui avait fait rire Adrian. Il n'y a pas une ville en Amérique, Don, qui n'ait son contingent d'anti-homo, avait-il répondu. Ne me dis pas que tu l'ignores. Après tout, c'est l'ère des Ronald Ringard et des Prêchis-Prêchats. Viens donc faire un tour à Basie Park, avait-il répondu, lorsqu'il avait compris qu'Adrien était sincère quand il voyait en Derry une ville provinciale comme les autres. Je vais te montrer quelque chose. Il s'était rendu à Basie Park. C'était à la mi-juin, environ un mois avant le meurtre d'Adrian, dit Don au flic. Dans l'ombre aux odeurs désagréables du pont des baisers, ils avaient monté l'un des graffitis. Il avait montré l'un des graffitis à Adrian, qui avait dû craquer une allumette pour le déchiffrer. Montre-moi ta queue pédée que je te la coupe. Je sais ce que les gens pensent de nous, avait dit Don. J'étais rossé par les camionneurs à Dayton.
boss qui marchait encore. Alors on est allé au baraque de jeu. Ouais bah il a vu le pitch till you win. Il a payé 50 cents. Et il a vu le même chapeau que le PD. Mais il n'arrivait pas à l'accrocher. Et à chaque fois qu'il le manquait, il était encore plus de mauvaise humeur. Et puis Steve, d'habitude il dit tout le temps, il n'y a qu'à laisse tomber, ça vaut pas le coup. Vous comprenez? Sauf qu'il était surexcité comme un malade. Parce qu'il avait pris cette pilule, vous savez. Quelle pilule, je sais pas, rouge, peut-être même légale. Mais elle n'arrêtait pas de tanner Webai, et j'ai cru que Webai allait le cogner. T'es même pas foutu de gagner ce chapeau de PD qui disait. Faut que tu sois taré pour te traiter comme ça. Finalement, la bonne femme lui a donné un prix, alors que l'anneau était même pas tombé dessus. Juste pour se débarrasser de nous, je crois. Je sais pas, mais il me semble. Un truc qui fait du bruit, vous savez. On souffle dedans, ça gonfle. Et ça fait comme un P en se déroulant. Et puis comme la foire allait fermer, on est sorti. Et Steve n'arrêtait pas d'asticoter Webai parce qu'il avait raté le chapeau. Et Webai ne disait rien. Mais c'était pas bon signe quand elle la ferme comme ça. Je savais que j'aurais dû changer de sujet de conversation, mais je trouvais rien, vous comprenez. Alors on est sur le parking, Steve a dit. Où vous voulez aller? À la maison? Et Webai a répondu. Allons d'abord faire un tour au Falcon, voir si on trouve pas ce PD. Redmacher et Boutillier échangèrent un regard. Du doigt, le juge le tapote à la joue. Ce petit con en pote de mécanicien l'ignorait. Mais il parlait maintenant de meurtre avec préméditation. Alors moi j'ai dit, il faut que je rentre à la maison. Et Weba a dit, t'as la trouille d'aller à ce bar de PD. Et moi j'ai répondu, non t'es con. Et Steve qui était toujours pédé ou je sais pas quoi a dit, allez on va tabasser une de ses tantes. On va tabasser une de ses tantes. On va tabasser 11. Le minutage des itinéraires des uns et des autres n'aurait pas pu être pire. Mais Lana et Gertie quittèrent la Falcon après avoir pris 2 bières, passèrent à pied devant le terminus d'autocar et se prirent par la main sans même y penser. Un geste spontané. Il était 10h22. À l'angle de la rue, ils tournèrent à gauche. Le pont des Baisers était un peu moins d'1 kilomètre en amont et ils avaient l'intention de traverser par le pont la Grand Rue, Main Street Bridge, qui était moins pittoresque. La ligne du ski était à son étiage le plus bas de l'été, 1 mètre d'eau environ, ce qui contournait paresseusement les piliers de ciment. Quand la voiture arriva à leur hauteur, Steve les avait repérés dès leur sortie du Falcon et s'était mis à jubiler. Ils abordaient le pont. Bloque-les, cria Weba Garton. Les 2 hommes venaient de passer sous un lampadaire et il avait remarqué qu'ils se tenaient par la main, ce qui l'avait mis en rage, mais pas autant que le chapeau. La grande fleur de papier s'inclinait stupidement de ci et de là, de ci, de là. Bloque-les, nom de Dieu! Ce que fit Steve. Grayson Wynne n'y avoir participé à 6 mois à ce qui suivit, mais ce ne fut pas ce que raconta Dan Garty. D'après lui, Garton bondit de la voiture avant même qu'elle ne fût arrêtée, rapidement suivi par les 2 autres. Échange verbal, mais du genre mauvais, et il n'y eut ni désinvolture ni fausse coquetterie de la part d'Adrienne, conscient qu'ils étaient dans de très mauvais draps ce soir-là. Donne-moi ce chapeau, dit Garton, donne-le-moi, PD. Tu nous laisseras tranquille si je te le donne. Adrien haletait de peur et regardait tour à tour en Wynne, Dupé et Garton, les larmes aux yeux, l'air terrifié. Donne-le-moi, bordel. Adrien le lui tendit. Garton sortit un grand arrêt de la poche de son jean et le réduisit en morceaux qu'il frotta contre le fond de son pantalon, puis laissa tomber et piétina. Dana Garty profita de ce que l'attention du groupe se concentrait sur Adrian et le chapeau pour s'éloigner un peu, à la recherche d'un flic d'après ce qu'il déclara. Maintenant, tu nous laisses, commença Adrian Melon, mais Garton le frappa au visage à cet instant-là, l'expédiant contre le garde-fou à hauteur de taille du pont. Adrien hurla et porta les mains à la bouche, du sang se mit à couler entre ses doigts. Hyde, cria Garty, qui revint en courant. Dubé lui fit un croche-pied, il s'étala, et Garton, d'un coup de pote à l'estomac, l'envoya rouler du trottoir dans la rue. Une voiture passa, se redressant sur ses genoux. Un Garty hurla un appel. Elle ne ralentit pas. Le conducteur, dit-il à Gardner,
gibier piégé, dit-il à la police. Haggerty rampa jusqu'au carrefour et vers le terminus, brillamment éclairé, mais se retourna à un moment donné pour regarder. Adrian Mullen, qui mesurait moins d'1 m 70 et devait faire tout au plus 60 kilos tout mouillé, servait de punching ball à Garton, Dubé et Unwin dans une sorte de jeu à trois. Son corps avait des sursauts désarticulés d'une poupée de chiffon. Il le frappait, le rouait de coups, battait sur déchirait ses vêtements. Ses cheveux lui retombaient sur les yeux. Le sang qui coulait de sa bouche imbibait sa chemise. Garton cogna à l'aine pendant que Haggerty regardait. Webby portait deux lourdes bagues à la main droite. L'une était celle du collège de Derry, l'autre venait du cours de travaux pratiques et était son œuvre. Les initiales entrelacées qui en étaient P étaient celles d'un groupe hard qu'il admirait particulièrement, les Dead Bugs. Les bagues avaient ouvert la lèvre supérieure d'Adrian et cassé 3 dents au ras de la gencive. Au secours, s'écria Haggerty, au secours. Ils sont en train de le tuer, au secours. Noir, secret, les immeubles du Main Street formaient une masse compacte. Personne ne se rangea, pas même depuis cet îlot de lumière que constituait le terminus. Haggerty n'arrivait pas à le concevoir. Des gens s'y trouvaient. Il les avait vus en passant devant Adrian. Aucun d'eux ne viendrait donc à leur aide. Aucun. Au secours, ils vont le tuer. Au secours, je vous en supplie, pour l'amour de Dieu. Alain murmura avec un fou rire une toute petite voix à la gauche de Don. On le balance, vociférait maintenant Garton avec de grands éclats de rire. Tous les trois, Haggerty, Gardner et Reese, n'avaient cessé de rire tout en rouant Adrian de coups. On le balance par-dessus bord. Par-dessus bord, par-dessus bord, chantonnait Dubé. À l'aide, fit de nouveau la petite voix, toujours bouffant. On aurait dit celle d'un enfant qui ne peut se retenir. Haggerty baissa les yeux et vit le clown. C'est à partir de cet instant que le récit de Don perdit toute crédibilité aux yeux de Gardner Reeves, car la suite était une véritable histoire de fou. Plus tard, cependant, Gardner se posa des questions. Quand il découvrit que le jeune Unwin avait également vu un clown, ou croyait en avoir vu un, il se demanda s'il n'y avait pas là quelque chose. Mais son collègue apparemment ne se posa pas de questions, ou tout du moins n'en parla pas. Le clown d'Avragati tenait à la voix de Ronald McDonald et de Bozo, le clown de la télé. Ce fut ce qui lui vint en premier venu à l'esprit, à cause des deux touffes hirsutes de cheveux orange, et en y repensant, il dut admettre que le clown ne ressemblait ni à l'un ni à l'autre. Le sourire peint sur le masque blanc était rouge, les noms orange, et les yeux avaient un étrange reflet argenté. Dernier de contact peut-être, mais quelque chose en lui restait persuadé que ce reflet argenté était la véritable couleur de ses yeux. Le clown était habillé d'un ample vêtement avec de gros pompons orange en guise de boutons et portait des gants de dessin animé. Si t'as besoin d'aide, Don, dit le clown, aide-toi d'un de ces ballons. Et il lui tendit ce qu'il tenait à la main. Il vit l'autre reprit
avançait vers la berge encombrée d'ordures au milieu des herbes, titubant et perdant l'équilibre à chaque instant. Puis le clown. D'un seul bras, le clown se mit à tirer Adrien vers l'autre rive, sans lâcher les ballons qu'il tenait dans l'autre main. Adrien dégoulinait, s'étouffait, gémissait. Le clown leva la tête et sourit à Chris. Chris vit ses yeux qui brillaient comme de l'argent, et ses dents, grandes et énormes, comme celles d'un lion de cirque, ajouta-t-il, vraiment grosses comme ça. Puis le clown tira sur l'un des bras de Melon, l'amenant à la hauteur de son visage. Et alors Chris demanda Boutillier. Cette partie du récit lui cassait les pieds, comme les contes de fées depuis 8 ans. Je sais pas, Sis m'a attrapé à ce moment-là et m'a tiré vers la voiture. Mais je crois qu'il l'a mordi au creux du bras. Il leva de nouveau les yeux, l'expression incertaine. Je crois que c'est ce qu'il a fait, qu'il l'a mordu au bras, comme s'il voulait le bouffer, les mecs, comme s'il voulait lui bouffer le cœur. 15. Non, affirma Agarty, quand on lui présenta la version de Chris sous forme de question. Le clown n'a pas trié Adrien jusqu'à l'autre rive. Ce n'était pas ce qu'il avait vu, mais il admettait qu'arrivé à ce stade, il était loin d'être un observateur impartial. À ce stade, il s'était senti devenir fou. Le clown, selon lui, se tenait sur la berge opposée, le corps d'Adrien dégoulinait d'eau, de sang, entre les bras. Le bras droit du malheureux passe raide derrière la tête du clown. La tête du clown se trouvait bien dans le creux de ce bras, mais il ne mordait pas, il souriait. Agarty maintenait l'avoir vu sourire. Les bras du clown s'étaient tendus et Dunn avait entendu les côtes craquer. Adrien hurla. Viens flotter avec nous, Dunn. Fit le clown dans sa grande bouche écarlate et souriante. Puis il montra le dessous du pont d'une de ses mains gantées de blanc. Des ballons flottaient, prisonniers de l'arche, non pas par douzaines ou une douzaine de douzaines, mais par milliers, rouges, bleus, verts et jaunes. Et surtout, on pouvait dire J'aime Derry. 16. Ça fait tout de même un joli paquet de ballons, fit Reese en adressant un autre coup d'œil à Gardner. Je sais ce que vous pensez, répéta Agarty du même ton lugubre. Tu as bien vu ces ballons, fit Gardner. Lentement, Agarty leva les mains à la hauteur des yeux, aussi clairement que je vois mes propres doigts en ce moment. Des milliers. On ne pouvait même plus voir le dessous du pont. Il y en avait trop. Ils ondulaient un peu et s'agitaient plus ou moins de haut en bas. Ça faisait un bruit, un curieux bruit de grinçant. Ils frottaient les uns contre les autres. Et les ficelles, une vraie forêt de ficelles blanches qui pendaient. On aurait été des fils de toile d'araignée. Le clown a emporté Adrien là-dessous. J'ai vu son costume qu'effleuraient les fils blancs. Et il râlait horriblement, comme il s'étouffait, comme s'il étouffait. J'ai voulu aller aider, et le clown m'a regardé. J'ai vu ses yeux, et j'ai tout de suite compris à qui j'avais affaire. Et à qui, Dunn demanda doucement Gardner. À Derry, à cette ville. Et qu'est-ce que tu as fait alors? Je me suis enfui, parti, espèce abruti, fit Agarty en éclatant en sanglots. 17. Aaron Gardner resta en paix avec lui-même jusqu'au 13 novembre, la veille du jour où John Garton et Steve Dubay devaient comparaître devant le tribunal de Derry pour le meurtre d'Adrian Mellon. Il alla voir Tom Boutillier pour lui parler du clown. Boutillier ne voulait pas revenir là-dessus. Mais quand il se rendit compte que Gardner risquait de faire des bêtises s'il n'avait pas un petit entretien, il lui fut bien forcé. Il n'y avait pas de clown à Rhodes. Les seuls clowns cette nuit-là, c'était les 3 gosses. Tu le sais aussi bien que moi. Nous avons 2 témoins. Foutaise, Unwin a décidé de nous faire le coup du manchot. Dès qu'il a compris qu'il avait mis les pieds dans une affaire qui sentait mauvais. Quant à Agarty, il était hystérique. Il était là, impuissant, alors que ces 3 mômes massacraient son meilleur ami. Je suis surpris qu'il n'ait pas vu de soucoupe volante. Mais Boutillier n'était pas parfaitement convaincu. Gardner le comprenait à son regard, et la manière dont le juge d'instruction cherchait à noyer le poisson l'irritait. Allons, dit-il, il s'agit de témoins indépendants, ne monte pas le bourrichon. Ah, tu crois que je te montre le bourrichon? Imaginerais-tu par hasard qu'il y avait vraiment un clown vampire planqué sous Main Street Bridge? Pour moi, c'est ça, se monter le bourrichon. Non, pas exactement, mais on encore croire à cette histoire d'un milliard de ballons qu'aurait vu Agarty sur le pont, chacun portant la même inscription que celle qui figure sur le chapeau de son amant. Ça aussi, c'est se monter le bourrichon. Vu comme ça, évidemment. Alors pourquoi te mettre martel en tête avec ça? Arrête un peu, le contre-interrogatoire, veux-tu?
confidentiel, je vais te dire le fond de ma pensée. Oui, il y avait peut-être un homme sous le pont ce soir-là, peut-être bien en clown même si après tout ce que j'ai vu en matière de témoignage, il ne s'agissait sans doute que d'un clochard avec des frusques de récupération. Je crois qu'il était en bas à la recherche de pièces de monnaie ou de restes de bouffe, la moitié d'hamburger jeté par quelqu'un ou les miettes au fond d'un sachet de frites. Ce sont leurs yeux qui ont fait le reste, Harold. N'est-ce pas vraisemblable? Je ne sais pas, avoua Harold. Il ne demandait qu'à se laisser convaincre, mais étant donné la similitude des deux témoignages, non, ce n'était pas vraisemblable. Le fond de ma pensée le voici, je me fiche de savoir qu'il s'agissait de Kingo le clown, d'un type déguisé en oncle Sam sur Échasse ou d'Hubert le joyeux Béné. Si nous en parlons dans cette affaire, leur avocat va se jeter dessus comme la vérole sur le bas clergé. Il racontera que les deux agneaux innocents, bien propres, dans leur costume neuf, n'ont fait que jeter Melon par-dessus le pont en manière de plaisanterie. Il me fera remarquer qu'il était encore vivant après sa chute, grâce au témoignage d'Unwin et surtout de Haggerty. J'attends d'ici, bien sûr que non, mes clients n'ont pas commis le meurtre, c'est un cinglé en costard de clown. Si on en parle, c'est ce qui va se passer, et tu le sais aussi bien que moi. Unwin va en parler, lui. Mais Haggerty, non, remarqua Boutillier. Il a compris, lui, et son Haggerty, qui croira à Unwin. Il y a nous, fit Gardner avec une amertume qu'il surprit lui-même. Mais je suppose que nous ne dirons rien. Ah, de me pomper, rugit Boutillier. Ils l'ont tué. Ils ne se sont pas contentés de le foutre à l'eau. Carton avait un grand arrêt. Melon a été frappé à 7 reprises, y compris une fois au poumon gauche et 2 aux testicules. Les blessures correspondent à la lame. Il y a eu 4 côtes brisées, le travail de Dubé quand il l'a serré dans ses bras. D'accord, il a été mordu au bras, à la joue gauche, au cou. Ça, c'est un Win et Garton, à mon avis. Même si nous n'avons qu'une seule empreinte assez claire, mais qui ne sera pas aux yeux de la cour. Et enfin, il y a tout le morceau manquant au bras. Et après, l'un d'eux adorait mordre, c'est tout. J'ai parié pour Garton, même si nous ne pourrons jamais le trouver. Et j'oubliais le lobe de l'oreille gauche de Melon, disparu aussi. Boutillier s'arrêta, fuyant Harold du regard. Si nous nous embêterons dans cette histoire de clown, jamais nous n'en aurons leur peau. C'est ce que tu veux. Non, je te l'ai dit. Ce type était une tente, mais il me faisait de mal à personne, reprit Boutillier. Et voilà qu'arrivent ces 3 pieds nickelés avec leurs bottes de mécano qui le tuent pour se marrer. Je les foutre au placard, mon vieux, et si jamais j'entends dire qu'ils sont venus faisait leur petit trou du cul à Thomaston par les grands, je leur enverrai des cartes postales avec dessus. J'espère qu'il avait le sida. Quel fou, pensa Gardner. Et ces condamnations feront un excellent effet sur tes tablettes quand tu te présenteras au poste de procureur dans 2 ans. Mais le parti sans rien ajouter, car lui aussi voulait les voir à l'ombre. 18. John Weber Garton fut déclaré coupable de meurtre et condamné à une peine de 10 à 20 ans de réclusion à passer dans la prison d'état de Thomaston. Stephen Bessoff du Bay fut déclaré également coupable de meurtre et condamné à 15 ans de réclusion à la prison d'état de Shawshank. Mineur Christophe Philippe Unwin eut droit à un procès séparé. Déclaré coupable d'homicide involontaire, on le condamna à 6 mois de sursis au centre